La clé à molette glissa des doigts de Graham, maculée de graisse, et s'écrasa sur le sol en béton de son garage. Il était 3h30 du matin, et il n'arrivait toujours pas à dormir. Les Harley-Davidson customisés s'étendaient devant lui, le chrome scintillant sous la lumière crue des néons, attendant qu'il finisse ce qu'il avait commencé 6 mois plus tôt. Mais chaque fois qu'il regardait ses guidons, il ne pouvait s'empêcher de penser aux mains d'Alyssa qui les serraient lors de leur première virée ensemble, son rire résonnant dans son casque. « Oh, la vache !» marmonna-t-il, essuyant la graisse de ses paumes avec un chiffon d'atelier déchiré. Son téléphone vibra sur l'établi. Un texto de sa femme. « Je n'arrive pas à dormir non plus. Viens te coucher. » Graham fixa le message, la mâchoire serrée. Elle faisait ça depuis des semaines, essayant de le joindre au milieu de la nuit, essayant de combler le fossé qui s'était creusé entre eux. Il savait ce qui la rongeait. Bon sang, ça le rongeait lui aussi. 18 mois d'essai, de courbes de température, de calendrier d'ovulation et de déception. Les médecins avaient été clairs après son traitement contre le cancer des testicules 6 ans plus tôt. Possible, mais improbable. Son téléphone vibra de nouveau. « S'il te plaît, Graham, il faut qu'on parle. » Il faillit répondre, faillit monter dans leur chambre, où elle était allongée éveillée dans l'obscurité. Au lieu de cela, il fourra le téléphone dans sa poche et attrapa une autre clé à molette. Le moteur de la Harley avait besoin d'être refait, et travailler de ses mains l'aidait toujours à y voir plus clair. 20 minutes plus tard, il entendit la porte d'entrée claquer. Graham releva brusquement la tête du carburateur qu'il était en train de nettoyer. Des pas sur le gravier, puis le ronronnement familier de la Honda Civic d'Elisa qui démarrait, visible à travers la fenêtre latérale du garage. Il observa ses feux arrière disparaître au bout de Maple Street, en direction de l'autoroute. « Où diable est-ce qu'elle va à 4 heures du matin » dit-il au garage vide. Quand elle revint 3 heures plus tard, Graham était toujours dans le garage, mais maintenant il regardait par la fenêtre de la cuisine, une tasse de café noir refroidissant dans ses mains. Le visage d'Alyssa était rouge et bouffi, son mascara coulant. Elle resta assise dans l'allée pendant 5 bonnes minutes avant de sortir de la voiture, et lorsqu'elle franchit enfin la porte, elle avait l'air d'avoir traversé une guerre. « Où est-ce que tu étais » demanda Graham, essayant de garder un ton neutre. « Je n'arrivais pas à dormir. J'ai fait un tour. » Elle évitait son regard. « J'avais juste besoin d'air pendant 3 heures. » Le temps a filé. Elle le dépassa en direction des escaliers. « Je suis épuisé. Je vais essayer de dormir quelques heures avant d'aller travailler. » Graham la regarda monter les escaliers, remarquant comment ses épaules tremblaient à chaque pas. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de plus grand que leur problème de fertilité, de plus grand que la distance qui avait grandi entre eux comme une ligne de faille. 2 semaines plus tard, tout changea. « Graham. » La voix d'Elissa se brisa alors qu'elle l'appelait de la salle de bain. « Tu peux venir ?» Il la trouva assise sur le bord de la baignoire, un bâtonnet en plastique tremblant dans ses mains. 2 lignes roses le fixaient comme de minuscules accusatrices. « Putain !» La tasse de café de Graham lui glissa des doigts et se brisa sur le carrelage. « Tu es sérieuse ? Tu es absolument sérieuse là ?» Alyssa acquiesça, des larmes coulant sur ses joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de joie. Elle ressemblait plus à de la culpabilité. « Comment ?» Le mot sortit plus brutalement qu'il ne l'avait voulu. « Enfin, on ne sait pas. Ça fait presque un mois qu'on... » « Je suppose que c'est arrivé comme ça, » murmura-t-elle, ne le regardant toujours pas, « parfois, ces choses-là arrivent. » Graham fixa le test de grossesse, son esprit s'emballant. Ils essayaient depuis 18 mois sans succès, et maintenant, soudain, après des semaines où ils s'étaient à peine touchés, elle était enceinte. Le timing semblait mauvais. Tout dans cette histoire lui semblait faux. Mais il repoussa ses pensées et la serra dans ses bras parce que c'était ce qu'ils avaient voulu, ce pourquoi ils avaient prié, ce qui les avait déchirés par son absence. « On va avoir un bébé » dit-il dans ses cheveux, et pendant un instant, le doute s'évanouit. Ce soir-là, il allèrent dîner chez ses parents pour leur traditionnel repas du dimanche soir. Le rassemblement de la famille Wolf était une tradition que Graham avait appris à redouter au fil des ans, mais Alyssa avait insisté pour qu'il la maintienne. Ses parents, Lucille et Hank, vivaient dans la vieille maison victorienne où Graham avait grandi, avec la maison d'hôte où son demi-frère cadet, Tyler, vivait gratuitement depuis 3 ans. « Tu es radieuse, ma chère, » dit Lucille, embrassant Alyssa sur le pas de la porte, absolument rayonnante.
La mère de Graham avait toujours apprécié Alyssa, plus qu'elle n'avait jamais apprécié Graham lui-même. Parfois, il se demandait si ses parents n'avaient toléré son mariage que parce qu'ils appréciaient sincèrement sa femme plus que leur propre fils. « Nous avons une nouvelle », annonça Alyssa alors qu'ils étaient réunis autour de la table. Tyler leva les yeux de sa purée de pommes de terre, ce sourire narquois familier se répandant sur son visage. À 28 ans, il se tenait encore comme le quarterback de lycée qu'il avait été, avec une assurance désinvolte et un charme insouciant. Tout ce que Graham n'avait jamais été. « Ne me dis pas que tu as enfin réussi à convaincre Graham de prendre un chien, dit Tyler, ce qui fit rire leur père. Mieux qu'un chien, répondit Graham en prenant la main d'Alyssa. Nous allons avoir un bébé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, la fourchette de Lucille s'écrasa sur son assiette et elle se leva, contournant la table pour enlacer Alyssa dans une étreinte passionnée. Oh, loué soit le Seigneur, s'écria-t-elle. Je savais qu'il pourvoirait. Je le savais. Hank se leva plus lentement, son visage buriné s'illuminant d'un sourire sincère. Eh bien, je suis damné. Félicitations à vous deux. Félicitations à vous deux. Tyler fut le dernier à réagir. Il posa sa bière et la leva en signe de toast, ce sourire étrange ne quittant jamais son visage. Au nouveau départ, dit-il en regardant directement Alyssa, et à l'obtention de ce que l'on veut vraiment. Graham remarqua comment Alyssa tressaillit lorsque Tyler lui fit ses adieux, comment elle sembla se recroqueviller sous son contact. Il remarqua la façon dont la main de Tyler s'attarda un peu trop longtemps sur son épaule. Mais ce n'est que sur le chemin du retour que Graham trouva ce qui allait tout changer. La poche de ton manteau vibre, dit-il alors qu'ils entraient dans leur allée. Alyssa chercha son téléphone à tâtons, mais un morceau de papier tomba à la place. Graham le ramassa avant qu'elle ne puisse l'en empêcher. Highway Motel, $67,50 en espèces. Chambre 23, il y a 2 semaines. C'est quoi, ça? La voix de Graham était d'un calme mortel. Je peux expliquer, dit rapidement Alyssa. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais Graham était déjà en train de relier les points. Il y a 2 semaines, la nuit où elle avait disparu pendant 3 heures. La nuit où elle était rentrée en pleurant et n'avait pas voulu expliquer pourquoi. Sors de la voiture, dit-il. Graham, s'il te plaît, sors de la voiture maintenant. Cette nuit-là, pendant qu'Alyssa dormait d'un sommeil agité dans leur lit, Graham était assis dans son garage avec son ordinateur portable, apprenant tout ce qu'il pouvait sur la surveillance électronique. Le matin, il avait commandé un traceur GPS et un logiciel enregistreur de frappe. Le soir même, ils étaient installés. Il se disait qu'il était paranoïaque. Il se disait que le reçu ne voulait rien dire. Mais 3 jours plus tard, lorsque le GPS montra la voiture d'Alyssa garée au même Highway Motel pendant 2 heures alors qu'elle était censée être à une conférence de travail, Graham sut que son mariage était terminé. Il ne savait juste pas encore jusqu'à quel point la trahison était profonde. Le logiciel enregistreur de frappe révéla des textos envoyés à une personne enregistrée dans son téléphone sous le nom de T. De courts échanges critiques qui glacèrent le sang de Graham. Je n'arrête pas de penser à hier. Alyssa, nous ne pouvons pas continuer à faire ça. Mais tu le veux. Alyssa, ce n'est pas la question. Rencontre-moi jeudi. Au même endroit. Alyssa, c'est la dernière fois. Mais il y avait des douzaines de ces échanges qui remontaient à plusieurs mois. Quoi qu'il se passât, ça ne s'arrêtait pas. Graham attendit jusqu'à jeudi. Il la suivit à distance, le moteur de sa Harley grondant comme une bête en cage, tandis qu'il la regardait garer sa Honda sur le parking du motel. Il s'attendait à voir un étranger sortir d'une des chambres. Il s'attendait à un autre homme sans visage qui lui donnerait quelqu'un de clair à détester. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était de voir son frère Tyler sortir de la chambre 23, redressant sa chemise tandis qu'Alyssa se précipitait vers lui. Les mains de Graham se crispèrent si fort sur le guidon qu'il pensa qu'elle pourrait casser. Il regarda à travers le viseur d'une rage pure Tyler prendre le visage d'Alyssa dans ses mains tandis qu'elle se fondait dans son étreinte comme si elle y avait sa place. Ils semblaient à l'aise ensemble, naturels, comme si c'était juste un autre mardi après-midi ordinaire pour eux. L'affaire n'était pas une erreur désespérée motivée par une envie de bébé. C'était quelque chose de complètement différent. Graham les suivit jusqu'en ville, restant assez loin derrière pour éviter d'être détecté. Tyler alla à la maison familiale. Alyssa alla à l'épicerie, probablement pour établir son alibi. Graham rentra chez lui et s'assit dans sa cuisine,
fixant les tests de grossesse toujours posés sur le comptoir, et se demandait de qui sa femme portait l'enfant. Le lendemain matin, Alyssa le trouva dans le garage à l'aube, démontant méthodiquement le moteur de la Harley avec une précision chirurgicale. « Il faut qu'on parle, dit-elle. »« Vraiment ?» Graham ne leva pas les yeux de la culasse qu'il était en train de retirer. « Graham, s'il te plaît, regarde-moi. » Il posa ses outils et finit par se tourner vers elle. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière, diminuée. L'éclat de grossesse dont sa mère avait parlé était introuvable. « Depuis quand ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Depuis combien de temps me mens-tu ?» Le visage d'Alyssa se contracta. « Graham, Depuis combien de temps couches-tu avec mon frère ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux comme une arme chargée. La bouche d'Alyssa s'ouvrit et se referma silencieusement, et Graham vit l'instant précis où elle réalisa qu'il ne servait plus à rien de faire semblant. « C'était censé être juste une fois, murmura-t-elle. J'étais si désespéré, Graham. Les médecins disaient que tes chances étaient si faibles et je voulais tellement cet enfant. Je me suis dit que peut-être si Tyler pouvait juste nous aider. » Nous aider ? La voix de Graham montait d'un cran. Tu crois que coucher avec mon frère était bénéfique pour nous ? J'avais envisagé l'insémination artificielle, mais elle s'est avérée trop coûteuse et Tyler a proposé son aide. C'était censé être une procédure clinique, uniquement dans le but de concevoir, mais après. Mais après quoi ? Alyssa pleurait maintenant à chaudes larmes, ses sanglots secouant tout son corps. Mais après, j'ai commencé à avoir des sentiments. Je ne voulais pas. J'ai essayé de les réprimer, mais ils se montraient tellement gentils avec moi, alors que toi tu restais si distant. Graham traversa le garage avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, sa main heurtant le mur près de sa tête avec une force suffisante pour laisser une empreinte dans la cloison sèche. N'ose même pas, grogna-t-il. N'ose même pas essayer de me faire porter le chapeau. Je n'essaie pas. J'essaie simplement d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu l'as choisi, lui. Tu as choisi de détruire notre mariage. Tu as choisi de me faire passer pour un idiot aux yeux de tous ceux qui comptent. Le bébé pourrait toujours être de toi, dit Alyssa désespérément. On n'en sait rien, avec certitude. Sors, Graham. Sors d'ici. Elle se précipita vers la maison, et Graham frappa le mur une nouvelle fois, avec une telle force que ses jointures s'ouvrirent. Du sang dégoulina sur le sol en béton alors qu'il contemplait le moteur exposé de la Harley, se demandant comment quelque chose d'aussi méticuleusement construit pouvait être si complètement détruit. Cependant, le pire était encore à venir. Cet après-midi-là, Graham se rendit à l'ancienne demeure familiale où Tyler résidait. Dans la maison d'hôte située derrière la propriété principale, il trouva son frère en train de travailler sur une Camaro déglinguée dans l'allée, la musique de Bob Seger émanant d'une radio à pile. « Tiens, remarqua Tyler sans lever les yeux. Si ce n'est pas le futur papa. Il faut qu'on parle. Vraiment ? Tyler se redressa, essuyant ses mains sur un chiffon graisseux. Même couvert d'huile de moteur, il avait l'air de sortir d'un magazine. Je pensais qu'Alyssa t'aurait mis au courant à ce stade. Elle m'a dit que c'était censé être une fois, pour nous aider avec le bébé. Tyler laissa échapper un rire rauque et désagréable, un son que Graham ne lui avait jamais entendu auparavant. C'est ce qu'elle t'a dit ? Mon vieux, elle t'a vraiment vendu une histoire à dormir debout, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ta femme réchauffe mon lit depuis 6 mois, mon frère, et c'est elle qui l'a proposé dès le départ. Graham sentit quelque chose de sombre et de violent commencer à s'agiter en lui. Tu mens. Vraiment ? Demande-lui pour la chambre d'hôtel qu'elle a louée. Demande-lui pour le week-end à Cleveland qu'elle t'a fait passer pour un voyage d'affaires. Demande-lui pour la lingerie qu'elle a achetée spécialement pour moi. Arrête de parler. Regarde la vérité en face, Graham. Elle n'est pas venue me voir pour avoir un bébé. Elle est venue me voir parce qu'elle voulait un vrai homme. Le poing de Graham rencontra la mâchoire de Tyler avant que son cerveau ne puisse traiter le mouvement. Tyler chancela en arrière, du sang coulant de sa lèvre fendue, mais il souriait. Ça, c'est lui, dit Tyler. Voilà le bagarreur dont je me souviens de notre enfance. Malheureusement, c'est environ 20 ans trop tard. Graham le frappa à nouveau, avec plus de force cette fois. Tyler s'effondra, roulant dans le gravier, mais il continua à rire. Tu veux connaître le truc vraiment amusant, dit Tyler en crachant du sang.
Maman et papa étaient au courant. Ils l'ont encouragé, affirmant que je rendais service à la famille. Tu mens. Demande-leur toi-même. Ils sont à l'intérieur en train de préparer le dîner. Je suis sûr qu'ils seraient ravis de t'expliquer leur petit manège. Graham abandonna Tyler, ensanglanté dans l'allée, et se précipita vers la maison principale. Il trouva ses parents dans la cuisine, Lucille touillant une marmite de ragoût de bœuf tandis que Hank parcourait le journal à table. « Il faut qu'on parle, dit Graham. »« Bien sûr, mon fils, dit Hank, sans lever les yeux de la section des sports. »« Comment va notre belle-fille ? Des nausées matinales ? Tu étais au courant. » La cuillère en bois de Lucille cessa de touiller. Le journal de Hank bruissa alors qu'il le reposait. « Au courant de quoi, mon fils ? Vous étiez au courant pour Tyler et Alyssa ? » Le silence s'étendit entre eux comme un gouffre. Finalement, Lucille se détourna de la cuisinière. « Nous savions que vous aviez des difficultés, dit-elle prudemment. Nous savions à quel point vous vouliez tous les deux désespérément un enfant. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Parfois, dit Hank lentement, Dieu agit de manière mystérieuse. Parfois, il nous utilise de manière que nous n'anticipons pas, répondez à la question. Nous avons suggéré que Tyler pourrait peut-être vous aider, dit Lucille. Juste médicalement, juste pour vous donner la famille que vous désiriez. Médicalement ? La voix de Graham montait d'un ton. Vous pensiez que ça resterait médical ? Nous espérions que ça le resterait, dit Hank. Mais si des sentiments se développaient, eh bien, ces choses arrivent. Graham fixa ses parents, ayant l'impression de les voir clairement pour la première fois de sa vie. Ces personnes qui l'avaient élevé, qui lui avaient enseigné le bien et le mal, qui lui avaient prêché la loyauté familiale et les valeurs chrétiennes. Vous avez orchestré ça, dit-il. Vous avez orchestré tout ce stratagème. Nous désirions des petits-enfants, dit simplement Lucille. Tyler est jeune et en bonne santé et pas moi. Graham, tu dramatises. Je dramatise ? Ma femme est enceinte de l'enfant de mon frère parce que vous l'avez convaincu que je n'étais pas assez homme pour y parvenir moi-même, et je dramatise. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dit Hank, mais sa voix manquait de conviction. N'est-ce pas ? Vous me traitez comme une marchandise avariée depuis le cancer. Vous avez attendu mon échec, espérant que j'échouerais pour que Tyler puisse se précipiter et sauver la situation. Ce n'est pas vrai. Écartez-vous de mon chemin. Graham les repoussa pour se diriger vers la chambre de Tyler, la rage le propulsant en avant. Il fouilla férocement dans les tiroirs et les placards jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Une boîte à chaussures remplie de photographies et de lettres dissimulées sous le lit de Tyler. Des photos de Tyler et Alyssa ensemble, pas seulement des moments intimes, mais des rendez-vous, des dîners, des voyages en voiture. Toute une relation secrète documentée avec une minutie extrême. Certaines des photographies étaient horodatées et remontaient à 8 mois. Il ne s'agissait pas seulement de concevoir un enfant. Il s'agissait d'une liaison en bonne et due forme qui durait presque depuis le début de leurs problèmes conjugaux. Cependant, c'est la lettre au fond de la boîte qui fit s'effondrer complètement le monde de Graham. L'entête portait l'inscription au Lucille et Hank Wolf de la calligraphie soignée de sa mère. Elle était adressée à Alyssa et datée de 2 mois avant qu'elle ne tombe enceinte. Chère Alyssa, nous avons prié concernant ta situation avec Graham, et nous pensons que Dieu nous a révélé une voie à suivre. Tyler a accepté de t'aider à concevoir l'enfant que vous désirez tous les deux si désespérément. Nous reconnaissons que cela n'est pas conventionnel, mais parfois Dieu nous demande de sortir de notre zone de confort pour accomplir sa volonté. Nous souhaitons que tu saches que nous soutenons pleinement cette décision. Graham n'a pas besoin d'être au courant des détails, mais il aura la famille qu'il a toujours désirée, et tu auras l'enfant pour lequel tu as prié. Tyler s'est engagé à être discret. Nous sommes conscients que tu as des préoccupations concernant les finances, en particulier avec les traitements de fertilité qui sont si coûteux. Le chèque 6 juin devrait vous aider à couvrir toutes les dépenses liées à cet arrangement. Considérez cela comme un investissement dans l'avenir de votre famille. Avec amour et prière, Lucille et Hank. Une photocopie d'un chèque libellé à l'ordre d'Alyssa Wolf pour $10 000 était agrafée à la lettre. Graham s'assit sur le lit de Tyler, fixant la lettre jusqu'à ce que les mots se brouillent. Ses parents n'avaient pas simplement été au courant de la liaison, ils l'avaient financée. Ils avaient payé sa femme pour coucher avec son frère. Ils avaient orchestré la destruction de son mariage avec la même planification méticuleuse que la plupart des gens utilisent pour organiser des vacances en famille. Il envisagea de les affronter à nouveau, d'aller en trombe dans cette cuisine et d'exiger des explications.
Au lieu de cela, il glissa la lettre dans sa poche, laissa les photos de Tyler éparpillées sur le sol et quitta la maison où il avait grandi. Il avait des plans à faire. Les bureaux d'avocats de Martinez, Sullivan et associés occupaient un immeuble élégant du centre-ville qui dégageait une impression de sérieux professionnel. Graham était assis en face de Patricia Martinez, une avocate au regard perçant d'une quarantaine d'années, spécialisée dans le droit de la famille et le contentieux civil. « C'est une situation assez particulière, Monsieur Wolf, dit-elle, en examinant les copies de la lettre et des photographies que Graham avait apportées. Informez-moi du résultat que vous espérez obtenir. Je veux tout, dit Graham. La maison, l'entreprise, tous les biens que nous possédons. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Les procédures de divorce peuvent être chargées d'émotions, mais le Kentucky est un État sans faute. L'adultère n'affecte généralement pas le partage des biens. Qu'en est-il de la fraude ? Martinez haussa un sourcil. Expliquez-vous. Elle a accepté de l'argent de mes parents pour coucher avec mon frère. Cela ne constitue-t-il pas une forme de fraude ? Rupture de contrat, quelque chose ? Potentiellement. L'arrangement financier introduit un élément intéressant. Martinez se pencha en arrière sur sa chaise. Nous pourrions plaider l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, le complot, peut-être même le racket si nous présentons cela comme une entreprise criminelle continue. Criminelle ? C'est tiré par les cheveux, mais accepter de l'argent pour se livrer à l'adultère pourrait être considéré comme une forme de prostitution selon certaines interprétations du droit de l'État. La conspiration entre vos parents, votre frère et votre femme pour vous priver de vos droits matrimoniaux. Il y a des angles que nous pouvons exploiter. Graham sentit une froide et satisfaite certitude s'installer dans sa poitrine. Qu'est-ce que cela impliquerait ? Des poursuites judiciaires agressives. Des actions civiles contre toutes les parties impliquées. Un audit forensique complet de toutes les transactions financières. Nous rendons tout cela aussi public et douloureux que possible. Faites-le. Monsieur Wolf, je dois vous demander, êtes-vous certain de vouloir emprunter cette voie ? Ce type de litige devient sale. Il devient coûteux. Il devient très, très public. Graham contempla le sourire suffisant de Tyler, le rejet désinvolte de ses parents envers ses sentiments, Alyssa versant des larmes de crocodile alors qu'elle était enceinte de l'enfant d'un autre homme. J'en suis certain. Les premiers documents furent signifiés un mardi. Graham s'assura d'être chez ses parents lorsque l'huissier arriva, assis sur leur véranda comme s'il leur rendait une simple visite de courtoisie. Graham. Lucille ouvrit la porte avec un sourire confus. Que fais-tu ici ? Je souhaitais simplement être témoin de l'expression sur votre visage lorsque vous seriez notifié. L'huissier s'avança avec les documents officiels. Lucille Wolf, vous êtes assigné dans le cadre d'une action civile pour complot, fraude et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Le visage de Lucille blanchit alors qu'elle acceptait les papiers. Graham, qu'est-ce que c'est que ça ? Justice, maman. Quelque chose que vous avez apparemment oublié de m'enseigner. Hank apparut derrière elle, lisant par-dessus son épaule. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas attaquer votre propre famille. Regardez-moi. Tyler fut assigné au magasin de pièces automobiles où il travaillait à temps partiel. Graham apprit par un ami qu'il avait jeté les papiers sur l'huissier et qu'il était parti en trombe, démissionnant de son emploi dans la foulée. Alyssa fut assignée à son bureau devant tous ses collègues. Elle appela Graham ce soir-là, en sanglots. « Comment as-tu pu me faire ça ? Je suis enceinte, Graham. Comment peux-tu me faire subir un tel stress ? Tu aurais dû y penser avant d'encaisser le chèque de mes parents. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Et maintenant, tout le monde va savoir exactement quel genre de personne tu es réellement. » Graham raccrocha et bloqua son numéro. L'histoire fit la une du journal local une semaine plus tard. Les scandales des petites villes se propageaient vite, et celui-ci avait tout pour plaire, trahison familiale, liaison secrète, hypocrisie religieuse et argent sonnant et trébuchant. Le titre était « Une famille de la région accusée d'avoir payé pour un adultère et procès bizarre ». Le téléphone de Graham sonnait sans cesse avec des journalistes, des voisins et de vieux amis voulant connaître les détails de l'histoire. Il leur disait à tous la même chose, lisez les documents du tribunal. Tout ce que vous devez savoir est là. Le procès a fait exactement ce que Graham espérait qu'il ferait. Il a détruit leur réputation systématiquement et publiquement. Hank fut démis de ses fonctions de diacre de l'église. Lucille cessa de se montrer en ville.
Tyler disparut complètement, se dirigeant, selon certaines sources, vers la Floride pour vivre avec un cousin éloigné. Mais Alyssa se défendit. Elle engagea son propre avocat et déposa une contre-plainte, affirmant que Graham avait été émotionnellement violent et que l'argent de ses parents était un cadeau, et non un paiement pour des services. Elle se dépeignit comme une femme désespérée essayant de sauver son mariage, manipulée par des personnes plus âgées et plus expérimentées. Elle est douée, admit Martinez après avoir examiné la réponse d'Alyssa. Elle se positionne comme une autre victime ici. Alors, on frappe plus fort. Graham, il y a autre chose. Elle exige un test de paternité. Bien. Prouvons que cet enfant n'est pas le mien. Et s'il l'est? Graham n'avait pas envisagé cette possibilité. Dans sa rage, il avait supposé que le bébé était de Tyler, mais le timing était suffisamment serré pour qu'il y ait une réelle incertitude. Le test de paternité nécessitait une ordonnance du tribunal, ce qui prit 3 semaines à traiter. Pendant ce temps, Graham avait l'impression de vivre en suspension, attendant les résultats qui valideraient sa fureur ou compliqueraient tout irrémédiablement. Les résultats sont arrivés un vendredi après-midi. Martinez l'appela au garage. « Graham, il faut que tu t'assoies. Dis-moi juste que le bébé est de toi. » Certitude de 99,7%, Graham s'affaissa sur son établi, la clé à molette dans sa main lui semblant soudainement peser une tonne. « Tu es sûr? L'ADN ne ment pas. Ta femme avait une liaison, mais le bébé qu'elle porte est biologiquement le tien. Jésus-Christ. Cela change considérablement la donne. Elle peut affirmer que malgré la liaison, elle essayait toujours d'avoir ton enfant. Cela trouble les revendications de détresse émotionnelle. Qu'en est-il de l'argent? Qu'en est-il du complot? Toujours valable. Mais un jury va voir une femme enceinte portant l'enfant de son mari, et ils auront de la sympathie pour elle. Graham ferma les yeux. Une partie de lui, une partie qu'il essayait de refouler depuis des mois, ressentait un soulagement. Le bébé était le sien. Malgré tout le reste, malgré la trahison, les mensonges et l'argent, il allait être le père de son propre enfant biologique. Mais la plus grande partie de lui, celle qui s'était nourrie de rage pendant des semaines, se sentait encore plus trahie. Elle couchait avec Tyler alors même qu'elle portait l'enfant de Graham. Elle les avait tous manipulés, pariant sur plusieurs tableaux à la fois. « Je veux continuer, dit-il. Pleine vitesse. Graham. Elle a pris de l'argent pour me tromper. Peu importe de qui est l'enfant. Ça ne change rien à ce qu'elle a fait. » Le procès commença un froid mardi de novembre. Le palais de justice était bondé de spectateurs, de journalistes et de curieux locaux qui suivaient le scandale depuis des mois. Graham était assis à la table du plaignant, observant Alyssa entrer péniblement dans la salle d'audience, sa grossesse désormais visible de tous. Elle avait l'air fragile et suscitait la compassion, exactement ce que son avocat recherchait. Graham ressemblait à ce qu'il était devenu, un homme endurci par la trahison, cherchant vengeance à tout prix. « Votre honneur, » commença maître Martinez dans sa déclaration liminaire. « Cette affaire est bien plus qu'une simple infidélité conjugale. Il s'agit d'une conspiration entre 3 personnes visant à priver mon client de son mariage, de sa confiance et de sa dignité. Les accusés se sont livrés à un stratagème calculé pour manipuler les émotions de M. Wolf tout en profitant de l'adultère de sa femme. » L'avocat d'Alyssa, un homme d'un certain âge à l'allure paternelle nommé Robert Chen, dressa un portrait différent. « Votre honneur, ma cliente est une femme qui a commis une erreur. Elle était désespérée d'avoir un enfant, manipulée par des personnes en qui elle avait confiance, et maintenant elle est persécutée par un ex-mari vindicatif qui veut la punir d'être tombée amoureuse de la mauvaise personne. » La phase de présentation des preuves fut brutale. Maître Martinez présenta méthodiquement la lettre, les photos, les reçus de motel, les relevés bancaires montrant le paiement de $10 000. Elle appela des témoins qui témoignèrent avoir vu Tyler et Alyssa ensemble dans divers endroits de la ville. Mais la défense se battit avec acharnement. Elle présenta Graham comme un mari contrôlant qui était devenu distant et émotionnellement indisponible après son traitement contre le cancer. Elle argua qu'Alyssa avait cherché du réconfort ailleurs parce que son mariage était déjà en train de s'effondrer. « Monsieur Wolf, dit maître Chen lors du contre-interrogatoire, n'est-il pas vrai que vous et votre femme n'aviez pas eu de relations intimes depuis plus d'1 mois avant qu'elle ne tombe enceinte? » C'est exact. Et n'est-il pas vrai que vous travailliez 16 heures par jour dans votre garage, abandonnant essentiellement votre femme pendant une période très difficile? J'essayais de monter une entreprise. Oui ou non, monsieur Wolf?
Étiez-vous émotionnellement disponible pour votre femme pendant cette période? Graham sentait tous les regards de la salle d'audience fixés sur lui. Non, je ne l'étais pas. Alors, quand elle a cherché du réconfort ailleurs, vous étiez en colère, non pas parce que vous l'aimiez, mais parce que votre fierté était blessée. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Vous avez détruit toute votre famille à cause de ça. Vos parents sont des parias sociaux. Votre frère a fui l'État. Votre femme enceinte est confrontée à la ruine financière, tout cela parce que vous n'avez pas pu accepter qu'elle trouve le bonheur avec quelqu'un d'autre. Elle a pris de l'argent pour me tromper, dit Graham, les dents serrées. 10 000 $ sur une relation de 6 mois, ça fait environ 55 $ par semaine. Monsieur Wolf, si votre femme était payée pour ses services, elle n'était pas très bien payée. La salle d'audience murmura, nerveuse. Graham sentit son visage brûler d'humiliation. Le procès dura 2 semaines. Le jury délibéra pendant 3 jours. Lorsqu'il revint avec son verdict, les mains de Graham tremblaient. Le jury est-il parvenu à un verdict? Oui, votre honneur. Sur l'accusation de conspiration, quel est votre verdict? Coupable. Sur l'accusation d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle? Coupable. Sur l'accusation de fraude? Non coupable. Ce fut une décision partagée. Le jury avait conclu que Lucille, Hank et Tyler avaient conspiré pour causer une détresse émotionnelle à Graham, mais ils n'étaient pas convaincus que l'arrangement financier constituait une fraude. Des dommages et intérêts sont accordés aux plaignants pour un montant de 150 000 $, à payer conjointement par les défendeurs. Graham sentit une victoire amère s'installer dans sa poitrine. Il avait gagné, mais ça ne ressemblait pas à une victoire. Il avait l'impression que tout le monde avait perdu. Alyssa l'attendait devant le palais de justice, son manteau serré autour de son ventre gonflé. « Tu es content maintenant ?» demanda-t-elle. « Tu as tout détruit. »« C'est toi qui as tout détruit » répondit Graham. « J'ai juste fait en sorte que tout le monde le sache. Ce bébé va grandir en sachant que son père a choisi la vengeance plutôt que la famille. Ce bébé va grandir en connaissant la vérité sur sa mère. » Le visage d'Alyssa se contracta. « Je t'aimais, Graham. Je t'aime toujours. Ce que j'ai fait avec Tyler, ce n'était pas parce que je ne t'aimais pas. Mais tu l'as fait quand même. Oui. Je l'ai fait quand même. » Ils restèrent là dans l'air froid de novembre, 2 personnes qui s'étaient autrefois promis de s'aimer pour toujours, maintenant des étrangers, reliés seulement par l'enfant qu'Alyssa portait et les documents juridiques qui allaient bientôt rendre leur séparation définitive. « Les papiers du divorce seront prêts la semaine prochaine, dit Graham. Vous aurez des droits de visite raisonnables, mais je veux la garde principale. Graham, tu peux te battre, mais après ce procès, aucun juge ne te considérera comme le parent le plus stable. » Alyssa acquiesça, les larmes gelant sur ses joues. « Je sais. » Graham se dirigea vers sa Harley, garée au bord du trottoir. En démarrant le moteur, il se retourna pour voir Alyssa toujours là, une main sur son ventre, le regardant partir. 6 mois plus tard, Graham se tenait dans son garage, tenant son fils pour la première fois. Le petit Michael avait les cheveux noirs d'Alyssa et la mâchoire obstinée de Graham. Le bébé leva les yeux sur son père avec curiosité, totalement inconscient de la guerre qui avait été menée autour de son existence. Alyssa avait cédé la garde principale sans se battre. Le scandale lui avait coûté son emploi, sa réputation et la plupart de ses amis. Elle avait déménagé à Indianapolis pour vivre avec sa sœur, rendant visite à Michael un week-end sur 2. Selon leur accord de garde, Tyler n'était jamais revenu de Floride. Hank et Lucille avaient vendu la maison familiale et déménagé dans une résidence pour retraités en Arizona, leur position autrefois éminente dans la communauté étant irrémédiablement compromise. Graham avait obtenu tout ce qu'il voulait, son fils, sa maison, son entreprise et sa vengeance. Mais en tenant Michael dans le garage vide, entouré des motos qu'il avait construites de ses propres mains, il se demanda si cette victoire en valait la peine. Son téléphone vibra avec un texto d'Alyssa. « Comment va-t-il » Graham baissa les yeux sur son fils endormi, puis répondit « Parfait ». Dehors, des nuages orageux s'amoncelaient au-dessus de la petite ville de l'Ohio, où les secrets de la famille Wolf étaient désormais universellement connus. Graham ferma la porte du garage, éteignit les lumières et porta son fils dans la maison, où il reconstruirait une nouvelle vie à partir des vestiges de la précédente. Au loin, le tonnerre retentissait dans le ciel, comme l'écho d'une bataille qui avait enfin pris fin. Den er under ham, så dropper han bare ned, jo.
Okay. Så teleportet væk. Nå, Han er under os. der er en mere lige under os. Der er 2 så. Lad os gå ned, kom. Ja. Højre her. Ja. Her. Oh my god. Det er så fint. Get in the boat. Nej, det er fint nok. Jeg bliver skubbet bagfra. Nå, nej, det er dig, der puller. Så. Ja, tror jeg. Og der var en mere. Hvorhen? Herovre til højre er der en. Ja, vi har 13. Han er båden der. Han blev han af. Jeg følger ikke mere til højre. Der. Han har. Stå lige stille her, Marker, please. Ja, tak. God snak. Nice. Sådan der. Nice. Det der græs, mand. Jeg har droppet båden. Den er bag dig. Glå lidt op. Ja. Synes jeg lige, vi skal have folk til at vågne i chatsene her. Prøv lige at skrive... Min chat er totalt død. Jamen, det er min også. Jeg har ikke fået en besked i 20 minutter, tror jeg. Det er Minecraft-effekten, når man laver sådan noget lort her. Ja, så en lørdag om aftenen. Ja. Der er Roskilde, og der er drukstreams, og der er det ene og det andet sikkert. Ja, det er det. Hvorfor ikke se på Minecraft? Vi skulle have spillet druk af det her, i stedet for, hvad hedder det, spise en ske eller andet. I lige radio, det er hyggeligt. Så skal man bunde en flaske vodka. Okay, lige hvad skriver L, simpelthen. Det er sygt nok. Ja, jeg har en her. Ja. Er det Ender Drake, som er mål igen? Ja. Jo. Jeg hørte en fucking banger lige nu. Jeg så stadig chili. Okay, hvor mange har vi nu? 14. 14. Ja. Der er en derovre. Jeg tror også, det er fordi KS gik live. What? Gik KS live? Altså KS og Jeanette, eller hvad? Hun stjæler altid vores fucking... Skulle de ikke ud af i byen og have vin og alt muligt? Hvad fanden? Jo, det tror jeg også. Oh, shit. Det er ligesom, jeg så LK, Nixe og Sens, de skulle i byen, ikke? Ja. Så sidder de bare på Twitch og skriver, mens de er i byen. Ja, det så jeg også godt. Nu er jeres fucking bytur. For helvede. Der er en, der er ild herovre. Jeg tror, jeg fik ham. Ja, det gør du. Start Daimler. Ja, ham fik jeg sgu ikke. Men nu skal I igennem dig. Og så nakker vi bare det her med først. Det kører så drukstream. Det er stort. Der er sgu en med alle aggro derovre. Ja. Det er stort. 21 deres drukstream skulle der er sgu en der. Jeg kan ikke slå ham, men han bliver ved med at rykke sig, når jeg trykker. Okay, det var 15. 15 eller 16? 15. Skal vi satse på det nok, eller hvad? Skal vi bare lige have den? Hvis der er den Enderman. Vi tager den sidste. Det er fordi, jeg tænker, når vi har Enderpearl, så tror jeg hopper af, fordi jeg er kampsveder. Så kan vi også gå ind og join Judas Drukstream. Ja. Det her, altså... Kig med. Jeg tror heller, jeg vil se Savannah eller live fra Roskilde, faktisk. Det er okay. Det skal... Det er sgu vildt. Jeg har gået endnu en. Den blev han bare sur og forlod os, eller hvad? Ja, jeg tror det lidt. Jeg ved ikke. Han havde set, at han ville tabe den fight der. Okay, altså... Han er vel død af fall damage. Ja, det er han. Men jeg kan ikke se, der ligger noget. Lige her. Jeg har ham. Jeg sagde det der. Ja, det kunne godt være, vi skulle have bygget. Altså, døde han også af fall damage, eller hvad? Nej, jeg går sgu der. Ja. Hold kæft, jeg fik et chok, mand. Nå, der døde min økse. Det er sgu lige en stenøkse, så. Jeg fik en perle der. Nice. Ja, du kan lige få den. Værsgo. Ja, tak. 16, det skal være nok. Ja, 100%. Der er en ekstra herovre bagved.